Alors, je me tourne vers vous, Timothée Somba. Alors, on a l'impression que la fièvre inhérente au contentieux semble être retombée. En 2018, on était quasiment à une vingtaine de recours. Cette fois-ci, pour ce qui reste, puisque le PCRN et le SDF sont désistés, on en est à 9 qui peuvent être identifiables à une seule formation, le RDPC, qui certainement sera présent de ce côté-là. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on a l'impression que, justement, les partis, les formations politiques qui ont tendance à mettre en avant un ensemble de récriminations, code électoral, les CAM, ne vont pas là où on doit s'exprimer. Il y a même certaines formations qui ont refusé de venir au contentieux. Le FSNC a carrément refusé d'y être présent. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on a des choses à dire, on a des récriminations, mais lorsqu'il faut aller s'expliquer devant, ou alors s'exprimer devant le conseil, personne ne vient? Stéphane Barga, la question que vous posez interpelle plusieurs volets. Il y a le volet politique, il y a le volet juridique. Il peut même y avoir le volet contextuel. Oui. Je vais essayer d'agréger tout ça dans mon analyse. Du point de vue contextuel et peut-être politicien, j'observe que ce défaut de recours et les regrets subséquents connotent de la volonté de désavouer les institutions. Une volonté qui avait déjà été amorcée dans une perspective de désavouer dans leur ontologie, dans leur congénitalité, les institutions publiques. À ce niveau, Timothée, je vous remets votre parole tout de suite, mais on a vu des acteurs comme Cabral Libye qui a déclaré faire confiance au Conseil constitutionnel, mais qui, il y a quelques heures, quelques jours, a estimé qu'il fallait retirer ses recours devant la Chambre. Pourquoi, justement, ce positionnement? Faire confiance à une institution, mais lorsqu'il faut donc aller devant cette institution, on retire ses recours. Ok. Donc, j'ai terminé avec la première partie, qui était celle de jeter le discrédit sur l'institution. Il y a donc la deuxième partie. Qu'est-ce qui fonde la crédibilité d'une institution? C'est ça. Son indépendance formelle, son cadre juridique et autres, sa transparence opérationnelle et la confiance que l'institution inspire. Oui. Lorsque l'on regarde le processus électoral au Cameroun, quoi qu'il soit perfectible, l'on note que tous les acteurs participent aux travaux de bout en bout. Vous êtes représentés dans les bureaux de vote, vous êtes représentés au niveau des commissions communales et des commissions départementales, vous êtes représentés au niveau de la Commission nationale de recensement des votes, dont les travaux sont ouverts au public. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas opacité. Tout se fait dans une transparence. Et le retrait de certains recours peut être lié au fait que, au niveau de la Commission nationale de recensement des votes, on ne procède plus à des corrections ou à des rectifications. On ne procède qu'à la compilation ou du compte des résultats. Ça veut dire que techniquement, à l'heure qu'il est, celui qui a véritablement gagné l'élection est déjà connu au moins par les 12 partis politiques ayant participé au processus. Vous êtes certain de ce que vous dites, M. Somba? Oui. J'ai une prudence langagière, mais les faits sont tels que, à l'issue des commissions... Ça veut dire qu'il y a au moins 8 vainqueurs, puisque chacun déclare avoir recueilli la faveur des Camerounais. Non, personne ne va s'engouffrer dans l'optique de capitulat. Ce serait émousser les attentes des militants. Mais tout le monde sait que le Conseil constitutionnel ne va procéder qu'à la solennisation des résultats, oui, qui sont à l'heure actuelle adossés sur un document qui est devenu très star dans ce processus électoral qu'on appelle le procès verbal. Tout à fait. Donc, à l'heure qu'il est, les 12 partis politiques en lice connaissent déjà le vainqueur de l'élection. Donc, il faut lire l'absence de recours sous ces deux prismes. Le prisme de la désaffection des institutions et les CAM et le Conseil constitutionnel, ou alors le prisme du réalisme pragmatique qui voudrait qu'on accepte qu'on n'a pas gagné l'élection et on se dit que d'aller jouer les intéressants, et là je vais me servir des propos de mon frère Léonie tout à l'heure, que d'aller jouer les intéressants au Conseil constitutionnel
au risque de nous soumettre à un nouveau concours. Après le fameux concours de 2018 d'un candidat, je n'ai pas besoin de mettre les épithètes dessus, vaut mieux se rétracter et se proposer à construire la paix. Vous voyez le foisonnement des appels à la paix. Alors, au conseil, on construit la guerre? Non. Lorsque vous allez au conseil, que vous savez que vous n'avez pas les moyens. Parce que dans le processus juridictionnel, une chose est d'alléguer, une autre est de prouver. Oui. On aura certainement le temps d'épiloguer sur un candidat qui s'est auto-exclu du processus institutionnel. Je vais même embrayer directement. Et qui nous démontre qu'on était dans une fumisterie. Pourquoi? Il s'auto-proclame vainqueur, mais quelques jours après, il lance des SOS au PV. Après, il développe une théorie des 18 départements clés, alors qu'on n'a pas les swing divisions dans notre processus électoral. La fameuse théorie des 18 départements clés se noie dans une seule hypothèse, le taux de participation. Pour que la théorie des 18 départements clés ait prégnance, il faudrait que le taux de participation soit le même sur l'étendue du territoire. Mais à partir du moment où le taux de participation ne saurait être le même sur tout l'étendue du territoire, vos 18 départements font comme neige sous le soleil. Merci Timothée Somba, je reviens vers vous. Alors, Jean-Dieu Vouna, on évoque justement le conseil, on évoque le contentieux post-électoral, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont refusé d'y aller? On a carrément l'UNDP a exprimé ses raisons, mais on a le FSNC qui lui a une position un peu plus dure et estime que justement l'organe pourrait être pas très neutre et que justement il est question pour cette formation-là de respecter le choix du peuple et le verdict des urnes qui s'appuie sur leur justement PV. Que fait-on d'eux? Comment est-ce qu'on aborde ces élèves qui peut-être sont exclus de la classe et qui revendiquent être les premiers? Monsieur Mbarka, le Cameroun moderne est un jeune État, mais une nation en construction. Parce que lorsque nous parlons du Cameroun, on a l'impression qu'on parle d'un Cameroun millénaire. Non, nous ne sommes pas un État millénaire, nous ne sommes même pas encore une nation. Nous sommes en construction. Donc, nos institutions évoluent dans le sens de cette nation qui se construit. Et au regard de ce qui se passe actuellement, je crois que le code électoral prévoit à l'article 132, si je ne m'abuse pas, la non-saisine du Conseil constitutionnel, qui est juridiquement un engagement politique à l'acceptation des résultats. Oui. C'est important ce que vous dites. Oui, ça veut dire que le FSNC, par exemple, estime que, au-delà de la non-saisine, il refute la posture du Conseil constitutionnel et sa neutralité. Non, ce n'est même plus une constatation, c'est le boycott. Et nous savons là où le boycott a amené un parti. Nous savons là où le boycott. Donc le FSNC n'est pas dans la contestation, il est dans le boycott. Et ceux qui ont boycotté en 2020, nous savons là où ils se trouvent. Et c'est vers là que le FNC se dirige. Déjà, il a tendu la main à ceux-là et ils lui ont prêté main forte. Donc, ils sont dans une logique de boycott. Mais nous parlons ici des institutions. Moi, je reste dans le cadre des institutions, du respect des institutions. Oui. Donc, ceux qui n'ont pas saisi le Conseil constitutionnel acceptent implicitement le résultat. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, comme l'UNDP n'a pas saisi, ils disent que jeudi, vendredi ou samedi, je ne sais pas quoi, dimanche, jeudi, ils accepteront ce qui sera dit au Conseil constitutionnel. C'est ce que ça veut dire. Même le FNNC, c'est ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Non, c'est ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Écoutez, c'est ce qu'il dit. Non, écoutez, il faut qu'on pas ce qu'il dit. Nous sommes dans une logique de pédagogie, monsieur Mbarga. Oui. Ce qui est dans les réseaux sociaux n'est pas constitutionnellement valable. Mais il y a les positions des formations politiques. Non, les positions, c'est lesquelles? C'est que hier, il a dit que les gens ne communiquent plus en son nom. Donc, il veut dire qu'il attend
Lorsqu'on convoque déjà la République dans son discours, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de République sans parler des institutions, sans impliquer les institutions. Il ne faut pas distraire les gens avec des lanceurs d'alerte qui disent des choses qui... Nous parlons ici dans les règles de l'art, c'est-à-dire ce que les institutions respectent, ce que disent les textes et autres. Mais il faut avouer que s'ils ne veulent pas, comme il n'y a plus personne pour communiquer à leur place, moi je dis ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire qu'ils attendent jeudi ce que le Conseil constitutionnel va déclarer et c'est acceptable. Il en est de même pour l'UNDP, du PCRN, du SDF, ceux qui se sont tenus donc pas, contrairement à ce que disait M. Timothée, ce n'est pas un désaveu des institutions, c'est une acceptation de la force des institutions, de dire que nous sommes convaincus que ce qui sera dit est légitime et légal. Donc moi je crois que il faut resituer la situation. Il ne faut pas aller dans les tendances. Mais là, vous êtes en train de parler et de dire c'est que le FSNC et les autres ne disent pas. Non, c'est ce qu'ils disent. Si tu ne saisis pas le Conseil constitutionnel, ça veut dire que tu acceptes les résultats du Conseil constitutionnel. Ça veut aussi dire que je ne crois pas à cet organe. Vous ne pouvez pas, vous êtes qui pour ne pas croire. Pourtant, c'est cette institution qui vous l'a validé. Vous êtes allé, c'est cette institution qui a fait de vous candidat. Comment pouvez-vous être capable de dire que je ne suis pas d'accord avec ce que l'arbitre fait alors que c'est l'arbitre qui vous a permis d'entrer au stade? Mais c'est une incongruité. Il faut dire aux Camerounais que ne pas saisir le Conseil constitutionnel veut dire qu'on accepte ce que le Conseil constitutionnel va dire. Merci. C'est de ça qu'il est question. Merci, Jean-Claude. Il ne faut pas dire autre chose qui se lie. C'est-à-dire il faut ramener le peuple à comprendre que ces institutions sont certes à revoir, comme le disait mon frère, mais que nous sommes en pleine construction de la nation et nous sommes en pleine évolution. Et il faut donc respecter ces institutions-là. Merci. Lurine Foum, je vous donne 30 secondes avant que le professeur ne prenne la parole. L'UNDP se reconnaît dans ce que l'acteur de la société civile dit, ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'on reconnaît de façon implicite et même de façon explicite le verdict qui sera proclamé jeudi. Pas l'UNDP, mais vous allez aussi vous satisfaire de ce que je suis un analyste. Oui. Bon, je remarque un climat de tension relativement aux différents acteurs qui se sont livrés au jeu politique dans le cadre de cette élection. Et je ne peux pas dire que tous ces acteurs sont sur la même longueur d'onde. Oui. Je vous ai particulièrement... Moi, j'interroge avec vous la position officielle de l'UNDP. Je vous l'ai donnée. Oui. Mais je dis maintenant... Est-ce que vous reconnaissez de façon implicite que justement, en ne saisissant pas, c'est que vous validez le verdict de jeudi? Oui, en tant que républicain. Mais ça ne veut pas dire que sur les institutions et sur leur manière de travailler, nous n'avons rien à dire. Ou que vous êtes Merci. satisfait. Oui. Merci. Voilà. Professeur Pascal Charlemagne Messanga Yamjing, avec tout ce flou et ces acteurs politiques qui boudent l'organe, le Conseil, est-ce qu'on peut d'abord s'interroger sur la crédibilité même des institutions qui sont en charge justement de mettre en branle le processus électoral au Cameroun et en filigrane, est-ce que le résultat qui sera proclamé jeudi reflètera pour tout le monde, là je mêle toute la classe politique, le sentiment et surtout le désirata des Camerounais? Je pense qu'il faut faire profil bas et reconnaître que nous sommes dans une situation très difficile parce que nous avons deux fronts antagonistes. Ceux qui sont convaincus effectivement que le processus électoral est crédible. Oui. Eh bien, quel que soit le cas, ils prennent position, ils vont aux élections, et jusqu'à la fin du processus, jusqu'y est en réalité la proclamation des résultats, conformément à l'article 137 du Code électoral, que les juristes appellent aussi la loi électorale. Mais vous avez un deuxième type d'acteur qui dit on y va parce que conformément à l'article 2 de la Constitution, on peut même parler de l'article 2 alinéa 1, le peuple est souverain, alinéa 2
de ceux qui nous regardent à la télé, vous pouvez regarder cette constitution camerounaise. Vous verrez que l'article 2 reconnaît au peuple sa pleine souveraineté à travers le vote. Oui. Et ils se disent bien, on y va pour mettre en valeur le peuple, mais les instruments qui encadrent in fine ce processus, eh ben, ne nous concernent pas. Alors, je vous interpelle sur l'aspect Oui. technique. Très bien. L'acteur de la société civile déclare sur le plateau que ne pas aller devant le Conseil constitutionnel pour les formations politiques, ça veut dire techniquement que c'est reconnaître le verdict qui sera proclamé. D'une part, il faut qu'il ajoute mais d'une part, il y a certains et d'autre domaines part, qui ne reconnaissent pas justement mais la écoutez, neutralité du Conseil. Bon, alors, vous voyez, ça me permet de ne pas entrer dans les débats, je dirais, kafkaïens. Et vous dire simplement ceci. C'est cette arrogance qui est à l'origine des crises graves que traverse le Cameroun. Vous avez vu que le processus électoral n'a pas commencé avec le vote. Oui. Et il y a deux instruments qui encadrent le processus électoral au Cameroun. Il y a la Constitution et il y a le Code électoral. Alors la Constitution vous qualifie et vous amène, vous pouvez lire l'article 3 de cette Constitution, parce que moi je suis techniquement là pour illustrer aussi, et c'est bien comme ça aussi sur un débat. Si vous lisez l'article 3 de la Constitution du 18 janvier 1996, ce qui stipule, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Un point de suspension, plus loin on dit conformément à la loi. La loi, ça veut dire que cet article 3 qui consacre exclusivement la compétition aux partis politiques qui présentent des candidats, vous l'envoie à la loi, le code électoral, l'article 121 qui vous dit les partis représentés. Rappelez-vous, il faut quand même dire que c'est là où commence le processus. Oui. L'éligibilité, l'élection et la proclamation des résultats. Et si vous allez chercher dans l'article 121, bon, on a eu un faux débat sur le mandat impératif. J'étais parmi ceux qui vous disaient qu'écoutez, on ne peut pas embrayer le texte constitutionnel. Mais on a vu certains de vos collègues, d'éminents professeurs qui, eux, pensaient exactement le contraire. Bon, c'est exactement ce qui continue à se faire en amphi. Quand moi j'entre en amphi, je suis professeur titulaire de droit public et des sciences politiques. Bon, certains vous disent qu'ils n'aiment pas trop entendre parler de ça. Mais c'est ce que nous sommes aussi. Quand je donne un devoir ou un texte, un commentaire de texte à un de mes étudiants, parfois ils sont 300 dans la salle, je vous assure, le commentaire juridique vous apporte 300 approches. Allez même dans les prétoires. Vous allez voir que une question d'approche, c'est pas une question de respect de la norme. Non, c'est une question qui repose sur deux choses. Ce dont nous sommes en train de dire. Il y a le sacro-saint principe de la légalité. Que dit le texte, le code? Que dit la loi? Que dit la constitution? Hein? Et puis, vous avez le sacro-saint principe de la légitimité. Oui. C'est-à-dire que la loi elle-même peut inciter à des insolences. Je vous prends un cas très simple dans ce processus. Vous avez des gens qui vous disent, alors bon, d'abord, dans les faits, parce que vos questions sont très pernicieuses et pertinentes en même temps. Oui, elles sont pertinentes. Bon, vous verrez que quand vous lisez le texte électoral camerounais, la première chose qui vous frappe, c'est son interprétation. Alors moi, je suis, comme tout le monde, en droit d'abord de dire à l'électeur que comment tu peux défendre ton vote, vous pouvez défendre votre vote conformément à la loi électorale. La vérité est que le vote commence, d'ailleurs quelqu'un l'a dit ici, à la commission locale de vote. Oui. En réalité, c'est là où la dimension, le sacro-saint principe de légitimité s'arrête. Parce que, ce que beaucoup oublient, la technostructure n'est pas seulement le procès verbal qui fait foi, comme on le dit dans le code électoral. La réalité aussi est encadrée de manière fonctionnaliste par l'article 113 qui stipule que les résultats peuvent immédiatement être rendus publics, code électoral. Et les confusions règnent même parce que ceux qui nous écoutent, prenez un dictionnaire, vous allez voir que rendre public... Oui, il y a ce débat qui... Non, est un synonyme de proclamation. Écoutez, c'est là où nous, universitaires, il y a de mauvais universitaires, il y a de bons universitaires. Aujourd'hui, quand vous faites un cours magistral, même en ligne, ou si vous êtes un plateau de télévision, vous êtes sérieux et rigoureux, ceux qui vous suivent peuvent regarder dans Google les dictionnaires.
quand je dis sur votre plateau que rendre public et proclamer, ce sont des synonymes, ben vous verrez que la confusion vient de cela parce que l'article 2 qui fait du peuple souverain garantit la réalité du vote, garantit la réalité du vote par le sacro-saint principe de la légalité, article 137. Seul le Conseil constitutionnel proclame les résultats officiels, mais en même temps, vous avez à côté des gens qui viennent vous dire que même si votre vote est volé, parce qu'il y a aujourd'hui, moi j'ai vu par exemple, tout le monde peut témoigner de ce que, quand on allait, les uns et les autres allaient dans les bureaux de vote, on voyait des journalistes qui filmaient. C'est-à-dire qu'il y a des bureaux de vote, on vous dit au fond du doigt là, Yabassi, les journalistes filmaient. Donc ça veut dire que le résultat, dans son objectivité, c'est-à-dire au-delà de sa dimension fonctionnaliste, article 113, est là. Mais sauf que, quand vous vous rendez compte, ensuite, commission locale de vote, commission communale, lui, il a directement dit départemental. Moi, je suis un ancien, un vieux routier de ces champs politiques. J'ai beaucoup surveillé les votes pour le chef de l'État à l'époque. Ensuite, commission départementale, commission nationale de recensement, conseil constitutionnel. Ce n'est que de l'écriture juridique. Et quand les gens se rendent sérieusement compte que leur vote est édulcoré, sorti de la commission locale de vote, eh bien, ils peuvent vous dire, bon, nous on continue à faire confiance au Conseil constitutionnel. Cette fois-ci, on peut, écoutez, oui, écoutez. Vous savez, si nous voulons sauver notre pays, je vous dis, il faut prendre de l'eau bénie et verser sur la tête de certains Camerounais. Parce qu'ils ont légitimé l'arrogance, la violence, le mensonge, à l'effet d'obtenir quoi? Pour moi, je pense que à l'effet d'affaiblir le président Paul Biya pour des raisons de rente. Et ça, il faut qu'on arrête ça. Merci, professeur. Je reviens vers vous dans quelques instants. Alors, Léonine Foum, aujourd'hui, quand on s'achemine vers l'épilogue, justement, de ce processus-là, comment est-ce que vous observez le déroulé? Vous êtes satisfait, vous, en tant que UNDP? Vous pensez qu'il y aurait des choses que vous, en tant que formation politique, auriez pu mieux faire? On vous a notamment suivi sur cette concurrence avec le FSNC, sur les questions de PV, sur des questions de scrutateurs, sur des questions justement de respect de consignes de vote, sur des questions d'alliance. Est-ce que vous êtes satisfait de comment le processus est déroulé et de votre déploiement, vous, en tant que UNDP? C'est effectivement le bémol que je voulais mettre sur le très excellent et sémillant propos du professeur, à savoir que lorsque l'on a fini de faire avec la théorie avec tant de brillance et d'éloquence, il y a des réalités sur le terrain. Des méthodes. Oui. Et mon candidat, le président Bello, avait appelé l'opposition à une coalition de moyens. Parce que, effectivement, si vous mettez à lire de manière méticuleuse ces textes, vous allez vous rendre compte qu'ils ont beaucoup de failles et que des concurrents au parti au pouvoir peuvent valablement exploiter. Mais qu'est-ce qui s'est malheureusement passé à cette élection? Et ça, je le dis avec force et emphase. Qu'est-ce qui s'est passé à cette élection? C'est que ceux qui revendiquent la victoire n'ont pas pris, et ça c'est une paresse de l'opposition. Et quand on veut amener cette opposition à se poser des bonnes questions, elle se refuse toujours de le faire, entraînée par certaines lubies et j'allais dire aussi une certaine arrogance de cette opposition-là. Même chez vous, il y a l'arrogance? Oui, de part et d'autre. La preuve que la sanction est là. Et il y a une frange partie de l'opposition qui va arrêter un peu de l'agitation maintenant. Allez-y, Léonie. Donc, ils vont se calmer. J'étais en train de dire que ce dont moi je suis témoin, c'est d'avoir été avec le responsable des élections et des bureaux de vote de cette formation politique, le FSNC, qui était d'ailleurs un transfuge de cette formation, en d'autres termes, qui s'est rallié à cette formation. Et quand il est arrivé, j'étais dans une émission, je vais vous citer le média en question, c'était sur Radio Sciento. À 24 heures,
du dépôt des noms des différents représentants sur toute l'étendue du territoire national, Oui. il disait qu'ils en étaient uniquement à 5 000. Oui. 5 000. Oh là là. Oui. Et il lançait des appels sur les réseaux sociaux pour pouvoir compléter cet effectif. Avec le risque d'avoir des espions. C'est ce que je lui disais. Oui. C'est ce que je lui disais. C'est Comme, quand vous vous retrouvez à recruter du tout venant, est-ce que vous êtes sérieux? Puisque vos concurrents peuvent se retrouver parmi vos différents représentants et ne pensez pas qu'ils vont travailler pour vous. Ça, c'est d'un. De deux, après l'élection, ils ont lancé un autre appel pour que les citoyens qui avaient en leur disposition des procès-verbaux les leur transmettre. Oui, leur transmettre. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons été sollicités à cette fin. Et on sait que vous avez refusé. Mais bien sûr. Et pourquoi vous êtes de l'opposition? Mais c'est justement du fait de leur arrogance. Vous savez, ils ont dit que notre parti politique et notamment notre candidat était un poids très très léger, en insistant sur la sémantique. Oui, très très léger. Alors, lorsque des gens peuvent vous ici, et que quelque temps après ils se retrouvent à venir vous demander vos PV, qu'est-ce que vous devez leur répondre, hein? Mais qu'ils avalent leur arrogance. Que vos PV sont légers aussi. Oui, que nos PV ils n'en ont pas besoin. Hein? Donc, c'était pour encore que sans vous ajouter. Du point de vue du droit, lorsque vous lisez avec rigueur, je dis bien rigueur, et autorité, le code électoral, l'article 56 du code électoral peut inciter les partis à envoyer des représentants. Oui. Je vous cite l'article. Si quelqu'un a Internet là, vous pouvez taper ça. C'est-à-dire que lorsque les représentants désignés ne sont pas dans un bureau de vote, le président du bureau de vote peut s'en saisir et organiser les élections dans la conformité dans ce bureau. Alors c'est un cas qui n'a jamais été expérimenté, nulle part. Oui, mais parce que nulle part on a vous dites, suivi. M. Bagachani, Il faut le noter dans le PV. Oui, Il faut le noter et dans tous les PV, on va essayer de jusqu'à voir. 57. Aucun PV n'a cette notation. Bon, alors ça veut dire que il y a une irresponsabilité de la part des présidents du bureau de vote. Parce que c'est une prescription. Oui. En droit, tout ce qui est prescrit est opposable au tiers. Donc vous voyez un peu que... Peut-être c'est là que monsieur vous m'appelle la réalité du terrain. Oui, non, permettez qu'il puisse jeter. Non, c'était une parenthèse technique, hein, Merci. c'est bien pour ceux qui nous écoutent. Allez-y Lionel Fou. Alors, j'étais effectivement en train de dire à un vis-à-vis lors de la fameuse émission dont vous faisiez allusion que la faute commune ne peut pas créer le droit. La faute commune ne crée pas le droit. C'est pas parce que Messanga, qu'il me pardonne de... Non, je vous en prie, c'est une métaphore. Oui, Messanga est allé voler, que c'est légitime de voler. Tout à fait. Oui. Oui. Il peut avoir dérobé quelque chose et par ses moyens réussir à s'en sortir. Vous allez faire la même chose que lui. Oui. On vous prend. Oui. Et même sur le plan moral. Hein? La sanction morale, c'est que le vol n'est pas une bonne chose. Au-delà de... Non, mais je finis. Oui, allez-y. Je finis. En disant ceci. L'opposition camerounaise, ou bien cette opposition-là, appelle les Camerounais à aller dans la rue. Parce que c'est là où se situe mon problème. Oui. Et je suis en train de leur dire que cette vérité qu'ils prétendent avoir n'est pas une vérité, j'allais dire... Vous n'irez pas dans la rue. N'est pas une vérité maculée. C'est une vérité qui se construit, qui est scientifique. Donc, en principe, s'ils sont responsables, il ne faut pas qu'ils fassent comme les voyous en face. Si tant il est qu'ils les estiment, qu'ils truandent de temps en temps, il ne faut pas qu'ils utilisent les mêmes méthodes qu'eux. S'ils sont républicains, avant de dire à l'enfant d'autrui, va dans la rue, il doit s'assurer qu'il a les preuves, les moyens qui lui permettent de dire à l'enfant, va défendre ta légitimité. Oui. Mais si c'est sur la base du vent. Pour vous. Parce qu'eux, ils ont une autre approche. Ouais, Stéphane, je viens de faire une démonstration. Non? La vôtre. Non, non. Une démonstration logique. Il faut que les acteurs politiques apprennent à être responsables dans ce pays.
tu ne peux pas, j'allais dire, objecter une vérité qui est une évanescence, que personne ne peut toucher. Oui, que personne ne peut toucher. Or, s'ils avaient tout au moins, je vous dis bien que ce code a des failles. Si les partis politiques avaient travaillé de façon à être représentés, ce parti politique-là notamment, et tout au moins à avoir les preuves d'une forfaiture qui serait en train de défendre, nous-mêmes, nous les aurions soutenus. Mais vous ne pouvez pas être couché chez vous, buvant du bili-bili, comme disait l'autre. Hein? Et le matin, vous réveillez avec la gueule de bois en disant que j'ai gagné une élection. Mais vous n'êtes pas sérieux.